Donc, on va commencer par une longue et profonde inspiration. Et ensuite, on va expirer en se relâchant. Donc, on y va, on inspire. Et on expire en relâchant. On est mou, le plus mou possible. On se relâche. Comme vous pouvez le voir par ma tasse de café, ça va être une longue vidéo. Donc, c'est bien de relaxer comme ça, se calmer un peu au début. On a tout notre temps. J'ai essayé de faire une vidéo rapide. Ça ne fonctionnait pas. Là, je me suis dit non, 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 on va prendre notre temps. On a tout le temps qu'il faut. Il n'y a aucune presse. Prendre notre temps, prendre une gorgée de café. Ça va être une longue. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je continue de parler à des gens. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé, qui ne parle que l'anglais, et elle me demandait si j'allais faire des vidéos en anglais un jour. Elle m'a découvert avec mon histoire de succès sur la chaîne de Jim Prusak. On va beaucoup parler des histoires de succès dans cette vidéo. Et là, elle me disait, j'ai beaucoup aimé ton style, j'ai beaucoup aimé ton approche, comment tu as expliqué le processus. Est-ce que tu vas faire des vidéos en anglais un jour? Et je lui ai dit qu'en effet, c'était un de mes projets, de faire des vidéos en anglais un jour. Mais pas en ce moment, parce que comme vous l'avez constaté, je n'ai pas assez de temps et d'énergie en ce moment, même pour faire les vidéos en français, qui sont ma priorité, évidemment. Parce que je suis en train de faire mon cours, donc j'ai moins de temps. Mais c'est un de mes objectifs. Lorsque je vais avoir les accréditations, peut-être même commencer à faire des vidéos en anglais. Initialement, ce n'était pas dans mes projets, parce que je me disais, il y a assez de matériel en anglais. J'ai réussi avec le matériel disponible, donc il y en a assez. Même que parfois, j'avais l'impression que ça commençait à être un peu sursaturé en anglais. Il commence à y avoir beaucoup de matériel. Mais j'ai changé d'opinion là-dessus. Je me dis maintenant, plus il y en a, mieux c'est. Parce que différentes personnes résonnent avec des styles différents, des approches différentes. Peut-être que vous trouvez un peu trop poli. Et là, vous aimez mieux quelqu'un qui va se mettre à sacrer et à jurer. Il y en a un qui fait ça. Peut-être que vous n'aimez pas ce style et là, vous aimez mieux le style plus peaufiné et poli. Et c'est correct. On résonne avec des personnes différentes. Donc, plus il y en a, mieux c'est. Il ne peut pas en avoir trop. C'est ma nouvelle conception. Il ne peut pas y avoir trop d'histoires de succès non plus. Ça, c'est sûr. Plus il y en a, mieux c'est. Moi, évidemment, si je ne parlais que l'anglais, je n'aurais pas commencé à faire une chaîne de reconditionnement de la douleur. Je me serais dit, ben non, c'est ça, tout le matériel est là. Et là, étant donné qu'il n'y en avait pas en français, j'ai commencé en français. Au début, je ne faisais que traduire les concepts, mais peu à peu, j'ai développé un peu ma propre vision, ma propre approche. Et là, de plus en plus, je me dis, oui, j'aurais quelque chose à dire même en anglais. Donc, c'est un projet pour moi, mais à moyen long terme, pas pour le court terme. Et je lui dis, ce n'est pas un problème, on peut faire des sessions ensemble. Donc, j'ai commencé à travailler avec elle. Et c'est très intéressant parce qu'elle enregistre les sessions. Moi, j'ai seulement la version de Zoom gratuite, donc on ne peut pas faire ça, mais elle paye pour Zoom, donc c'est elle qui m'invite. Et là, elle enregistre la session. Ça, c'est une nouvelle idée qui m'intéresse grandement. J'ai déjà fait une session avec quelqu'un qui prenait des notes. Je l'ai laissé faire. Je me suis dit, OK, il veut prendre des notes, mais
tout le long de la session, je me disais, il n'est pas vraiment là, il n'est pas vraiment présent. Donc, je conseillerais vraiment aux gens de ne pas prendre de notes et de faire comme cette dame. Si vous voulez reconsulter la session, on peut l'enregistrer. Et là, comme ça, vous n'avez pas besoin d'être distrait par les notes. C'est une session comme ça où on peut être 100% présent. Très important, la présence dans le reconditionnement de la douleur. Moi, je n'en fais pas beaucoup et c'est pour ça que cette session a duré 2h30 qu'elle a enregistré. Et j'ai pu être 100% présent pendant 2h30. Elle avait un peu peur de réécouter la session. Pourquoi avait-elle peur? Ça peut être intéressant aussi. Elle a dit, j'ai été très honnête avec toi, je t'ai dit des choses que je n'ai jamais dit à des psychothérapeutes. Pourquoi? Premièrement, parce que c'était gratuit. Ça, c'est un thème qui me chicote de plus en plus. L'argent, gratuit, qu'est-ce qui est mieux? Peut-être qu'il y a des avantages pour chacun. J'explore ça de plus en plus. Mais elle, ce qu'elle me disait, c'est que lorsque je fais de la psychothérapie, ça coûte extrêmement cher. Il y a énormément de pression. Est-ce que c'est bon la pression dans le reconditionnement de la douleur? J'espère que vous connaissez la réponse. Non. Lorsqu'on se met une pression avec le temps, il faut que ça aille vite. Lorsqu'on se met une pression avec l'argent, de toute façon, comme ils nous disent, le temps, c'est de l'argent. Pression! Temps, argent. Elle m'a dit, c'est pour ça que j'ai été très honnête avec toi. Premièrement, il n'y avait pas cette pression, j'étais plus ouverte. Et en plus, j'avais déjà vu ton histoire de succès, donc j'avais déjà été témoin de ta vulnérabilité. Je connaissais déjà des choses sur toi. Et moi, j'ai échangé beaucoup avec elle. J'ai partagé encore plus. J'ai été encore plus vulnérable. Et là, ça lui a permis de s'ouvrir également. Ça, moi, c'est un de mes problèmes avec la psychothérapie, le fait qu'ils ne partagent pas leur expérience. Et moi, j'ai cherché jusqu'à temps que je trouve quelqu'un justement qui partage. Pas trop. Il ne faut pas envahir la personne, le thérapeute ou le conseiller ne doit pas mettre un poids comme ça, peser l'autre personne avec ses expériences, mais je ne suis pas un thérapeute, comme je l'ai dit, je ne suis pas un coach, je ne suis qu'un humain. Et donc, c'est pour ça peut-être qu'elle était plus ouverte. Parce que je n'étais pas le thérapeute sain et elle, la cliente, la patiente malade. Elle a des problèmes. Moi, j'ai les solutions. Je lui exposais à quel point j'avais encore des problèmes dans ma vie, mais que je n'avais plus de symptômes chroniques. Donc, c'était vraiment une belle expérience d'ouverture. Elle m'a envoyé la vidéo et je ne l'ai pas encore regardée. J'imagine que je vais la regarder avant notre deuxième session pour me rafraîchir la mémoire. Mais c'était très intéressant. Parle aussi avec des personnes en français. Il y avait une personne récemment qui me disait « Mais est-ce qu'il neige au Québec? » Et là, je lui disais « Mais non, là, il ne neige pas, c'est un cliché. Il ne neige pas à la mi-octobre, à la fin octobre, au début novembre. » Mais là, oui, en effet, nous sommes le 11 novembre et il y a une énorme tempête de neige. C'est rare, ça s'accumule, ça s'accumule. Et il fait froid et c'est humide. Et je voulais aborder ce thème. Ça va être un des thèmes principaux de cette vidéo. Le froid et l'humidité. C'est un des plus grands mythes dans le monde de la douleur chronique. Les gens disent, oui, quand il fait froid, lorsqu'il fait humide, mes symptômes augmentent. Moi, j'étais comme ça. J'avais cette croyance. Et non seulement j'avais cette croyance, mais en plus, mon entourage la renforçait. Je me suis dit, oui, mes symptômes montent en automne.
monte au début de l'hiver. Là, les gens autour de moi renforçaient cette croyance, disaient « Mais oui, c'est vrai, rappelle-toi l'an dernier, tes symptômes montent à l'automne. » Et j'avais fait l'association dans mon esprit, froid égale douleur, humidité égale douleur. Là, il faut vraiment briser ces liens dans le reconditionnement de la douleur. Le froid n'égale pas la douleur. C'est un des mythes que j'ai rencontré le plus souvent dans mes rencontres avec les gens, justement. La faiblesse, c'est parce que je suis faible, c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'exercice. On va en parler dans cette vidéo. Moi, je n'ai rien fait pendant 8 ans. C'est au bout de 8 ans d'inactivité physique totale que j'ai éliminé mes symptômes. Donc, la faiblesse ne cause pas de douleur. C'est un des mythes que je rencontre le plus souvent. La faiblesse et le froid. La température, en général, pour certains, c'est la chaleur, mais surtout le froid et l'humidité. Les gens me disent « Oh oui, quand il fait froid, la douleur augmente. » Moi, je vais vraiment vous encourager à briser ce lien. Je n'ai pas commencé avec le froid et l'humidité. J'ai commencé avec des choses plus évidentes, comme les heures de la journée. Lorsque j'ai commencé le reconditionnement de la douleur, j'ai remarqué que mes douleurs augmentaient vers l'heure du souper. Et là, je me suis dit, j'espère que vous pouvez le voir, j'espère que j'ai moins besoin de vous l'expliquer. Il n'y a pas de lien entre la douleur et l'heure de la journée. C'est un lien que mon cerveau avait fait. Non seulement il y avait de la douleur, mais il y avait des sensations étranges. Vers l'heure du souper, ça devenait un peu gommeux. Et là, plus tard dans la soirée, ça devenait croûteux. Surtout mes aines et mes trapèzes. Et là, j'expliquais à mon cerveau, mes aines et mes trapèzes n'ont pas changé structurellement en quelques heures. C'est toi qui fais des erreurs de perception. Mes aines ne passent pas de gommeuses à croûteuses. Et là, j'avais des douleurs vers l'heure du souper. Et je disais à mon cerveau, tu as fait une fausse association avec l'heure du souper et une augmentation des symptômes. Donc, commencez par ces espèces d'associations les plus faciles, les plus évidentes. Il y en a qui se réveillent en douleur, et là, plus la journée augmente, plus les symptômes baissent. Et il y en a qui se réveillent avec des symptômes bas, mais là, plus la journée augmente, plus les symptômes augmentent. Il faut détruire ces liens-là. C'est très important. Moi, j'ai commencé avec les heures de la journée, mais ensuite, j'ai commencé à briser les liens que mon cerveau avait fait entre le froid et l'humidité. Et là, on peut attendre comme ça que les circonstances externes nous donnent du froid. Ah tiens, il fait froid. Je vais aller dehors pour montrer à mon cerveau que je n'ai plus peur du froid et de l'humidité. Mais ça, c'est encore timide. Oui, ça va rassurer votre cerveau, mais pas autant que aller dans un sauna. Moi, c'est ça que je faisais. J'allais dans le sauna et là, j'allais dans la douche froide pour augmenter ma fenêtre de tolérance. Donc, si on attend qu'il fait froid pour dire au cerveau « Mais non, c'est ça, le froid, ce n'est pas dangereux, ça ne cause pas la douleur », c'est un peu rassurant, mais pas aussi rassurant que si on le fait volontairement. Volontairement. On va dans une douche froide quotidiennement, bi-quotidiennement, moi j'y allais plusieurs fois par jour, volontairement. Montrer à mon cerveau, je n'ai plus peur du froid. Je n'ai plus peur de l'humidité. J'y vais volontairement. Il n'y a rien qui va enseigner la sécurité à votre cerveau autant que y aller comme ça drastiquement et volontairement. Je vais dans le sauna super chaud, je vais dans la douche super froide. Je n'ai plus peur. Il n'y a pas de lien entre le froid, l'humidité et la douleur. Donc, je voulais en parler, étant donné qu'il commence à faire froid, justement. Détruisez ce lien. Il a été relativement facile, celui-là. Un des plus difficiles a été la fatigue. J'en parle souvent, moi j'avais associé fatigue avec hauts symptômes. Plus je suis fatigué, plus les symptômes sont hauts. Il a fallu que je le détruise celui-là aussi. J'ai dit à mon cerveau, non, regarde les insomniaques. Ils n'ont pas de symptômes neuroplastiques. On peut être extrêmement fatigué sans avoir mal. Et là, aujourd'hui, maintenant, que j'ai enseigné à mon cerveau, en allant dans le sauna et ensuite dans la douche froide, que ce n'est pas dangereux et je peux aller dans le froid, je peux aller dans l'humidité en étant extrêmement fatigué et je n'aurai pas mal.
Parce que j'ai reconditionné. J'ai détruit les faux liens. Maintenant, lorsque j'ai froid, c'est tout. C'est sûr qu'on peut se geler. Ça, c'est une autre histoire. Il peut y avoir des morsures comme ça de froid. Là, ça, c'est un dommage structurel. Mais si on se met des bonnes bottes, des bons gants, on va dehors, c'est ça maintenant, j'ai froid. Lorsque j'ai froid, j'ai froid. C'est tout, je n'ai pas mal. Lorsque c'est humide, c'est humide. Lorsque je suis fatigué, c'est tout. Ça ne crée pas de douleur parce que j'ai brisé les liens. Pas de façon timide. Les gens me demandent souvent, pourquoi toi, c'est allé vite? On va parler beaucoup ici de vitesse et de lenteur. Pourquoi c'est allé vite? Parce que justement, je n'ai pas attendu que le froid se présente à moi. Et là, je dis à mon cerveau, oui, oui, tu vois, le froid, ce n'est pas dangereux. Je suis allé dans la douche froide volontairement, bi-quotidiennement. Un mot intéressant. Et donc, je parle à cette nouvelle personne de France et elle a vraiment la bonne attitude, là. Elle est vraiment excitée, elle lit les livres. C'est une éponge, elle veut absorber la connaissance. Je crois qu'elle écoute mes vidéos en ordre chronologique, ce que je conseille en trichant même quelquefois, si j'ai bien compris. Ça, c'est correct, il ne faut pas être trop rigide non plus. Cette personne m'a parlé d'un livre, un nouveau livre que je ne connaissais pas. Je croyais les avoir tous lus, les livres sur le reconditionnement de la douleur. Ça a tout l'air qu'il y en a que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore lu. Et donc, nous allons faire un petit préambule, voir qu'est-ce qui nous a mené à ce livre. Donc, cette personne avait des céphalées de tension, comme ça, des maux de tête, des maux de cou. Là, elle cherchait toutes sortes de solutions. À un moment donné, même, elle voulait aller se faire enlever les plombages. Et là, son copain, son conjoint, son petit ami, a dû lui dire, non, mais attends, là, c'est de la folie. Tu veux aller enlever tes plombages. Il faut en rire. Moi, c'est ça que je dis maintenant. On peut arriver à un point où on peut rire de tout ça. Elle cherchait des solutions. Et là, quelqu'un lui a parlé d'un livre que voici. Pain Free for Life, écrit par le docteur Scott Brady. On le voit, c'est un docteur, hein? Il y a un stéthoscope ici. C'est pas n'importe qui peut se procurer un stéthoscope, là. C'est un vrai docteur. Quelqu'un lui a parlé de ce livre. Elle m'a même envoyé une vidéo que je vous conseille fortement. C'est une histoire de succès dans un sens. Je vais écrire le nom ici, sur mon chandail noir, et je vais l'inclure dans les notes de description. Elle m'a envoyé cette vidéo, je l'ai regardée. C'est à propos d'une équipe de, je vais utiliser un anglicisme, de gamers, des gens qui jouent à League of Legends. Là, il y a un d'entre eux qui commence à avoir mal au poignet, parce qu'eux, ils font des mouvements comme ça, répétitifs, des fois 12 heures par jour. Ils se pratiquent comme ça à jouer des jeux. 12 heures par jour, ils commencent à avoir mal au poignet. Là, il y a quelqu'un qui lui parle de ce livre où Scott Brady nous dit qu'on peut éliminer la douleur en 6 semaines. On va adresser ça. Et là, nous voyons le jeune homme qui a la personnalité typique qui va développer des symptômes que moi j'appelle neuroplastiques, que Sarno appelle TMS, et que lui appelle AOS, Autonomic Overload Syndrome, hein, le syndrome de la surcharge du système autonome nerveux. Donc, ils ont tous leur thème comme ça. Hein, un terme comme Sarno TMS, maintenant ça veut dire The Mind Body Syndrome. Au début, c'est pas ça que ça voulait dire, mais ils ont réalisé c'est tellement large TMS qu'on va appeler ça The Mind Body Syndrome. Lui, il appelle ça AOS, hein, Autonomic Overload Syndrome. Dan Buglio, lui, appelle ça Perceived Danger Pain.
douleur de perception de danger. Peu importe le thème, hein, c'est toute la même chose. TMS, EOS, PDP, symptômes neuroplastiques. Donc, ce jeune homme qui joue de façon professionnelle à League of Legends développe comme ça des douleurs au poignet. Et là, on le voit aller à travers le programme du Dr. Scott Brady. Il a éliminé sa douleur pour pouvoir retourner au jeu. Et on peut s'imaginer que c'est difficile de se convaincre que ce n'est pas structurel lorsqu'on fait des mouvements comme ça, très rapides et répétitifs, 10, 12 heures par jour. Donc ça, c'est un aspect très important, se convaincre que ce n'est pas structurel. Hein, ce n'est pas le tunnel carpien ou peu importe ce qu'on veut appeler. Surtout quand il y a l'effet miroir et que c'est les deux côtés comme ça. Donc si vous regardez la vidéo que j'ai mentionnée, c'est comme regarder une histoire de succès en français dans un sens. Il n'y a pas tant d'emphase que ça là-dessus, ce n'est qu'un aspect de la vidéo, mais c'est ça qui est intéressant justement. Ce n'est pas à propos du reconditionnement de la douleur, ce n'est qu'un aspect. Et c'est un peu banal même. Ah tiens, il avait des symptômes, il a lu ce livre, il a fait le programme, il a éliminé ses symptômes. J'aime à quel point c'est juste un petit aspect de la vidéo, comme ça, et là ça continue. On ne met pas trop d'emphase là-dessus. Parce qu'il n'y a pas d'emphase à mettre, justement. Ce ne sont que des symptômes neuroplastiques. C'est tout. C'est ça l'attitude. Il avait vraiment la personnalité typique là, qui allait développer ce genre de symptômes. Donc, elle m'a envoyé cette vidéo qui parle de ce livre. Et là, elle m'a dit qu'à un moment donné, quelqu'un lui a conseillé ce livre. Elle l'a commandé par Amazon, mais elle a changé d'adresse, si j'ai bien compris. Elle n'était pas là pour faire la réception. Donc, elle n'a jamais obtenu ce livre. Elle trouvait l'idée étrange. Hein? Lui, c'est basé sur Sarno, mais il a changé le terme. Donc, elle trouvait l'idée étrange. OK, ça a rapport avec mes émotions négatives réprimées. Ça me semble louche. Mais lorsqu'on est en douleur chronique, on est prêt à tout essayer. Et elle n'avait pas encore tout essayé. Donc, elle n'a jamais obtenu ce livre. Et là, elle est allée voir un professionnel comme ça, qui avait beaucoup d'étoiles sur Google. Donc, elle a eu confiance en lui. Et lui, il lui a dit, non, non, moi je sais pourquoi tu as mal à la tête et au cou, c'est que les muscles de ton dos sont trop faibles. Ils ont de la difficulté comme ça à soutenir ta tête. Et là, elle s'est mise à faire de l'escalade, entre autres, pour se muscler. Mais, comme vous pouvez vous l'imaginer, ça n'a pas fonctionné. Et donc, dans un sens, elle se demande, et si j'avais lu ce livre 1 an et demi avant de découvrir Alan Gordon et déjouer la douleur chronique? Peut-être que, 3 petits points. Peut-être. Mais moi, ce que j'ai réalisé dans ce processus, c'est que souvent, les gens ont besoin de tout essayer avant de prendre cette technique au sérieux. Elle semblait d'accord avec cette analyse. Elle disait, oui, lorsque j'ai entendu l'homme qui m'a dit que c'est parce que mon dos était trop faible, j'ai vraiment cru à ça et là je me suis dit, ça y est, c'est ça la solution, je vais muscler mon dos. Et le fait que ça aussi a échoué a grandement augmenté ses chances de prendre cette technique-ci au sérieux. Souvent, c'est vraiment les gens qui ont tout essayé. Il faut se retrouver dans un coin. Sinon, ça va toujours nous gratouiller l'esprit. Et si c'était la faiblesse musculaire de mon dos? Et moi, je lui ai dit, si tu es capable de faire de l'escalade, ton dos est très fort. Je ne crois pas que je pourrais faire de l'escalade. Et pourtant, mes muscles soutiennent ma tête. Comme si de rien n'était. Moi aussi, ils m'ont dit ça. Hein, tes muscles sont trop faibles, ton corps est trop faible. Donc, je lui ai dit, je vais lire le livre. Ça semble intéressant. J'aime toujours ça, découvrir des nouveaux livres sur le sujet. Donc, lui, c'est surtout basé sur Sarno.
Donc, il met beaucoup d'emphase sur le journaling. Il faut écrire dans un journal toutes nos émotions, apprendre à notre système à ne plus réprimer. Donc, il nous donne ici la personnalité type qui va développer ces symptômes. J'espère que vous la connaissez. S'il y a des petites modifications, des petites nuances, que nous dit-il? C'est le perfectionniste. Qu'est-ce qu'il appelle en anglais? People pleasing, people pleaser. Personne qui veut plaire aux autres. Syndrome du bon samaritain. Le légaliste. Hein, les gens qui sont beaucoup comme ça dans la loi, dans les règles. Il faut obéir les règles à la lettre. Ce n'est pas l'esprit de la loi qui est important, c'est vraiment la lettre de la loi, noir sur blanc. Le stoïque, je n'ai pas d'émotion. Ceux qui sont extrêmement sujets à la peur. Donc, qu'est-ce que ces 5 types de personnalités ont en commun? C'est des champions de la répression. Et lui, c'est ça qu'il nous dit, c'est ça qui met votre système autonome en surcharge, le fait que vous réprimez, vous supprimez. Et là, ça devient trop pour le système et il est en réponse de stress chronique. J'espère que tout cela sonne familier. Donc lui, il met beaucoup d'emphase sur le journaling et il met beaucoup d'emphase sur moi, ce que j'appelle de plus en plus dans ma chaîne, le non. J'espère que vous êtes familier avec cette formulation. Comme je vous le dis souvent, moi, l'attitude dominante que j'ai cultivée, c'est l'indifférence. Et là, ça fluctuait durant le processus. 80% indifférence ou 70% indifférence, 15% oui. Qu'est-ce que le oui? Lui, il ne met pas d'emphase là-dessus du tout. Repérage somatique, permettre. Hein? On a des moments dans la journée où on permet aux symptômes de faire ce qu'ils ont à faire, sans résistance. Et s'il y a de la résistance, on ne résiste pas à la résistance. On sent les symptômes, on sent la résistance, on laisse les choses aller, on dit oui à tout ça, oui. Lui, il met beaucoup d'emphase sur le non. Sarno met beaucoup d'emphase sur le non. Sarno dit même « crier après votre cerveau ». Et cet homme, ici, Scott Brady, nous donne des exemples de gens qui font ça, qui jurent. Nous, au Québec, on dit « sacré », mais qui jurent après leur cerveau. Je ne sais pas c'est quoi le mot, parce qu'il met des petites étoiles, là. Mais il y a un gars qui apprend comme ça. OK, attends, tu es en train de me dire que ce n'est pas structurel. C'est une diversion de mon subconscient parce que j'ai peur d'aller dans des émotions refoulées. Et là, il lui dit oui. Et là, il se met à sacrer comme ça contre son subconscient. You're not gonna fucking fool me, subconscious. I see through you. And I'm not gonna have it. Et cette personne a éliminé ses symptômes extrêmement rapidement. Moi, tout le monde est différent, c'est ça. Je ne vous conseille pas de crier après votre cerveau ou votre subconscient. Ce n'est pas ma technique. Mais si vous écoutez ma chaîne, vous savez que moi, je laisse une place au non. Et moi, j'utilisais la technique que j'appelle dresser un chien, un petit chien, un chiot. C'est comme ça que je parlais à mon cerveau, c'est comme ça que je parlais à mon subconscient lorsque je lui disais non. Ferme, mais pas méchant. Non. Et là, il nous parle beaucoup de gens qui apprennent justement à avorter les symptômes. Les symptômes essaient de monter, tu fais non. Et là, les gens sont surpris, comme oh mon Dieu, pour la première fois depuis longtemps, je suis capable d'avorter une migraine, un début de migraine. Tu fais non. Ah, les trapèzes commencent à être en douleur. Non! Donc lui, il met beaucoup d'emphase sur le journaling, faire remonter les émotions réprimées. Et là, beaucoup d'emphase sur le non. Non, 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 il appelle ça pain talk. Le journaling, pain talk. Donc il met beaucoup d'emphase là-dessus. Un des aspects que je n'aime pas dans le livre, justement, c'est qu'il nous dit que son système prend 6 semaines. Ça, c'est toujours... Moi, je ne conseille pas ça, de donner une durée de temps. J'espère que vous le savez. Même le livre de Lily Rhodes, hein, elle dit « s'en libérer en 65 jours ». Et là, je revois le visage de cette personne qui me dit « et au jour 66 ». Que se passe-t-il?
Et là, Scott Brady nous dit, c'est ça mon système, ma technique, c'est ça, prend 6 semaines. Qu'est-ce qui va arriver à la semaine 7? Pour certaines personnes, ça prend plus de temps. Donc, il ne faut absolument pas mettre de durée comme ça. Mais ce que je dis aux gens, moi, c'est qu'il ne faut jamais exclure la possibilité que ça peut aller vite. Moi, j'ai adoré de plus en plus dans mon processus entendre des histoires de gens pour qui ça va vite. Parce que ça peut aller vite. Au début, je me disais, oh, ça va être long. Et c'était long. Et là, de plus en plus, je me disais, mais ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut aller vite. De plus en plus, remarquez à quel point c'est relié à vos croyances et à vos attentes. Parce que c'est psycho-émotionnel. C'est vous. S'il y a des choses externes, j'aime pas ça trop parler du structurel, comme un cancer, par exemple, ce n'est pas la même chose. Mais lorsqu'on est en train d'interagir avec des symptômes neuroplastiques, le TMS, le AOS, le PDP, peu importe, c'est directement relié à nos croyances et à nos attentes. Si on pense, si on croit que ça va être long, ça va être long. Mais pour que ça aille vite, il faut pouvoir croire que ça peut aller vite. J'ai jamais entendu une histoire de succès de quelqu'un qui disait « Ah, je croyais que ça allait être long, mais finalement, c'est allé vite. » Pour que ça puisse aller vite, il faut être au courant de cette possibilité et l'entretenir de plus en plus. Mais ça n'a pas besoin d'aller vite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dangereux. C'est vraiment ça qu'il faut réaliser. Que ça dure 2 semaines, comme certaines personnes dans ce livre, ou 2 ans, ça ne change rien. Je sais que c'est difficile à entendre au milieu de vos symptômes, mais 2 semaines, 2 ans, aucune différence. Ce n'est pas dangereux. Le niveau de symptômes, 2 sur 10, 8 sur 10, ça ne change rien. Ce n'est pas dangereux. Un 8 sur 10 n'est pas plus dangereux qu'un 2 sur 10. Si votre processus dure 2 ans, ce n'est pas plus dangereux que si ça dure 2 semaines. Vous n'êtes jamais en danger avec le TMS, le AOS, le PDP, les symptômes neuroplastiques. Vous n'êtes jamais en danger. C'est ça qu'il faut réaliser. Donc, ça, c'est un aspect que je n'aime pas, le fait qu'il parle de 6 semaines constamment. Moi, je dis toujours, ça prendra le temps que ça prend, mais ne jamais exclure cette possibilité. Ça peut aller vite. Très important de comprendre ça. Un des aspects que j'ai le plus aimé, c'est qu'il nous parle de 7 béquilles qui soutiennent, qui entretiennent la douleur. Là, j'espère que vous allez vous reconnaître dans ces béquilles. Vous utilisez ces béquilles pour vous soulager dans un sens, mais de plus en plus, il faut que vous réalisez qu'est-ce que ça fait une béquille. Ça soutient. C'est la béquille qui soutient, qui entretient la douleur, les symptômes. Vous pensez que vous utilisez des béquilles pour vous soulager de la douleur, que ça vous aide, mais en fait, c'est ça qui entretient, qui soutient la douleur. Enlevez la béquille, la douleur va s'effondrer. Elle n'aura plus de soutien. Donc, quelles sont, selon lui, les 7 béquilles? La médecine structurelle. Est-ce que vous allez encore faire des visites chez le docteur pour vous rassurer pour la énième fois que ce n'est pas structurel? Il nous donne l'histoire ici d'une femme qui avait la fibromyalgie, qui a fait son programme. Elle s'est rétablie rapidement. Et là, lui, son mari avait des problèmes de dos, qui étaient peut-être structurels initialement. Là, il a eu une opération. Et c'est parti. Mais là, ça revenait de façon épisodiquement. Et là, les docteurs lui disaient, non, mais c'est ça, les problèmes, s'il y avait des problèmes structurels, ils ont été adressés avec l'opération. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de cause structurelle à ta douleur. Mais ça revenait. Et là, il disait, oh non, c'est parce que je me suis blessé en faisant du surf. Et là, ça durait des semaines. Et là, il mettait des coussins chauffants, les médicaments, les coussins chauffants. Ça s'en allait, ça revenait, ça s'en allait, ça revenait. Il était dans la béquille de la médecine structurelle. C'est structurel. Même s'il avait vu sa femme passer à travers le processus, il disait, moi, ce n'est pas ça. Moi, ce n'est pas mes émotions réprimées dont j'ai peur, subconsciemment. Et là, un moment donné, il était en vacances.
Et là, la douleur gâchait ses vacances et il a appelé Scott, qui le connaissait relativement bien. Il dit, t'es sûr? T'es sûr, c'est comme ma femme, que c'est AOS? Il dit, oui, je te connais bien, là. C'est AOS. Il n'y a pas de problème structurel. Je connais ta personnalité. Tu es un champion de la répression. C'est AOS. Et là, il l'a rappelé. Quelques temps plus tard, il a dit, oui, j'ai réussi, comme tous ces autres gens. Il dit, non, 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 j'ai compris. J'ai dit, non, la douleur est partie. Ça, c'est l'exemple qu'il nous donne pour la médecine structurelle. Le manque de confiance. Ça, en anglais, souvent, ils appellent ça les fence sitters, ceux qui sont assis sur la clôture. Je ne sais pas si vous êtes déjà assis sur une clôture. Ouf, ça fait mal. Vous avez un pied dans chaque monde. Vous essayez des fois, ah, peut-être, vous écoutez des vidéos, peut-être que c'est neuroplastique, mais peut-être que c'est structurel. Vous manquez de confiance. Et là, ça peut se rejoindre ça à la personnalité, justement. Il nous parle d'une femme qui est une classique personne qui veut plaire aux autres, hein, qui a le syndrome du bon samaritain. Elle veut toujours plaire à tout le monde. Et là, elle développe plusieurs symptômes qu'ils ont diagnostiqués de fibromyalgie, entre autres. Et elle va voir le docteur Scott Brady. Il lui fait faire le système. Elle s'améliore drastiquement, relativement rapidement. Mais là, dès qu'elle retourne vers ses amis, ils lui disent « Ah oui, ah non, mais j'ai déjà vu quelqu'un avec ça, puis ça n'a pas fonctionné. » Ou « Ah, mais là, fais attention, n'en fais pas trop, n'en fais pas trop. Oui, je sais que ça va mieux, mais si tu en fais trop, ça pourrait se retourner contre toi. » Et là, elle commence à écouter les gens, et là, elle va dans la spirale, et les symptômes reviennent en force. Et là, elle va revoir Scott Brady, et là, il lui dit « Mais non, mais c'est ça, tu écoutes trop les gens. Tu manques de confiance dans le diagnostic AOS, TMS. » Et là, elle s'est dit, oui, c'est vrai, là, elle s'améliore, mais lorsque les gens lui parlent, elle retourne voir le docteur, elle est dans le structurel, et là, le docteur la chicane, tu n'as pas mis ton orthèse au genou, tu n'as pas mis ta genouillère, ton attelle. Mauvaise fille. Elle retourne dans le structurel, elle manque de confiance, elle a peur de trop en faire. Et elle nous dit que cette personne, après tout ce processus, va mieux, mais pas à 100% parce qu'elle n'est pas capable de se débarrasser de la béquille, du manque de confiance. La troisième, c'est la médicamentation. Ça, c'est très important. Lui, il dit, dans son programme de 6 semaines, je ne vous conseille pas d'arrêter les médicaments dès le début. Hein, vous êtes en train de vous exposer à des choses réprimées depuis longtemps. On commence par ce travail-là, mais il faut arrêter la médicamentation. Et là, il nous parle de sa propre histoire. Lui, il a arrêté de prendre les médicaments, mais il les gardait comme ça dans sa table de chevet, au cas où. Et là, il a réalisé qu'il n'était pas capable de récupérer à 100%. C'était un de ses blocages. Il a fallu qu'il les jette aux poubelles. Juste ça, c'est assez pour votre subconscient. Le fait que vous ne prenez plus les médicaments, mais vous les gardez comme ça dans la table de chevet, au cas où. Peur. Béquille. Très intéressant ce qu'il nous dit. Il parle à des gens qui ont des migraines, par exemple, et là, il leur demande quelle sorte de suppléments, de quelle sorte de vitamines ils prennent. Et là, quelqu'un va lui dire, par exemple, « Ah, moi, je prends de la vitamine C. » Et là, il va leur demander, « Est-ce que tu prends la vitamine parce que tu penses que ça t'aide avec les migraines? » Sois honnête. Et là, les gens font, « Peut-être. Peut-être. » Exactement. Arrête les vitamines. C'est extrême, ça. Attends, arrête. C'est bon, les vitamines, pour nous. Oui, c'est bon, les vitamines, mais pas pendant le reconditionnement de la douleur. Si vous pensez qu'il y a un lien, il n'y a pas de lien entre la vitamine C et les maux de tête neuroplastiques. Donc, lui, c'est ça qu'il dit. Même avec l'exercice, il demande aux gens, est-ce que tu fais de l'exercice parce que tu penses que ça diminue, moi j'irais même jusqu'à dire les étirements. Est-ce que tu fais les étirements, est-ce que tu fais l'exercice parce que tu penses que ça gère, que ça aide avec la douleur? Si les gens répondent, oui, peut-être, il leur dit, préparez-vous à ça, arrête de faire de l'exercice. Moi je dirais même, arrêtez de faire des étirements,
pendant le reconditionnement de la douleur. C'est tout, pendant. Et là, après, oui, lui, il recommande de prendre une multivitamine, c'est un docteur. Hein? Là, après le reconditionnement de la douleur, recommencez à prendre vos vitamines, recommencez à faire de l'exercice, recommencez à faire des étirements, mais dès qu'on prend les vitamines, on fait l'exercice, on fait les étirements pour la douleur, c'est une béquille qui entretient la douleur. Donc, est-ce qu'il vous dit d'arrêter de faire l'exercice? Non. De prendre des vitamines? Non. Mais une pause pour vraiment enseigner à votre cerveau à détruire ce lien. La peur. La peur est une des béquilles énormes. Il parle d'une dame qui comprend le concept. Elle fait du journaling. Elle adresse ses émotions refoulées. Elle est vraiment dans le programme. Mais elle a peur de trop en faire. Hein, elle habite dans une espèce de dortoir. Elle dit non, je reste proche du dortoir. J'ai peur de trop m'aventurer loin. D'un coup, il y a trop de symptômes. Il va falloir que je revienne. Oh! J'ai peur de trop en faire. Je parlais à des gens hier, c'est ça qui me disaient. Moi, j'ai peur de payer. C'est une expression que j'utilisais souvent, moi. Des fois, j'avais vraiment le goût de faire quelque chose. Et là, je me disais, oh, mais je vais payer. Oh, je vais payer. Là, j'avais peur du retour des symptômes. Donc, on en fait moins. Et Sarno, et donc le docteur Brady, nous disent retourner à l'activité physique totale, normale. Agissez normalement. Faites ce que vous avez à faire. Sans avoir cette espèce de peur, oh, d'un coup, j'en fais trop. C'est pas grave. C'est cette peur-là qui est une béquille qui entretient, qui soutient la douleur. Vous pensez que vous épargnez de la douleur, c'est ça qui crée la douleur, qui entretient la douleur. Vous pensez que vous diminuez votre douleur, mais en fait, c'est ça qui vous en donne long terme. Donc, vous augmentez votre douleur en ayant peur. Il ne faut pas rester proche du dortoir en ayant peur de s'aventurer. Allez-y, faites ce que vous allez à faire. Moi, au début, j'ai pris l'approche graduelle et les résultats étaient relativement limités. C'est lorsque j'ai pris cette approche, plus de graduel, juste sans exagérer, sans aller courir un marathon ou monter l'Everest, agir normalement. Je n'ai plus peur. Même moi, je ne faisais pas de l'exercice, moi, parce que je pensais que ça m'aidait avec la douleur. Moi, il fallait que je défie, donc j'ai commencé à juste faire de la bicyclette, de la nage, de la course à pied, du jogging, parce que ça me tentait comme ça. Je faisais ce que j'avais à faire. Activité physique normale. 5, c'est la diversion mentale. Et là, il donne plusieurs exemples. Je me reconnaissais dans presque tous les exemples. Je ne vais vous montrer que le plus absurde. Il dit ça, c'est que lorsqu'on pense que avoir un petit coussin entre les genoux aide avec notre mal de genou ou notre mal de dos. Et là, je vais vous montrer jusqu'où on peut pousser l'absurdité. Moi, je m'étais procuré, je l'ai déjà montré, ce coussin-ci. Parce que mon cerveau avait décidé qu'un coussin plus gros, c'était trop pour mes aines. Mes genoux étaient trop écartés. Et là, oh, j'avais mal aux aines. Le coussin est trop gros. Un coussin trop mince, j'avais mal aux genoux. Oh, il y a la poussière. Un coussin trop mince, et là, mes genoux avaient mal. Et pas assez de rembourrage. C'est dur pour mes genoux. Mais là, à un moment donné, à cause de l'usure, le coussin est devenu trop mince. Et là, je suis allé m'en procurer un deuxième exactement pareil. Wouh! Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Hein? Certains souliers me font plus mal que d'autres. Et il faut vraiment arrêter de soutenir la douleur avec cette béquille qu'il appelle la distraction mentale. Ah oui, si je fais ci à cette heure-là, c'est mieux, mais là, si je le fais à une autre heure, là, c'est pire. Donc, il faut que je fasse ça le matin. Cette activité-là, le matin, ne me donne pas de douleur, mais le soir m'en donne. Et toute cette espèce d'acrobatie mentale absurde. La diversion mentale. L'aveuglement émotionnel. Ça, c'est très intéressant. Lui, il donne des conférences. Et là, il nous dit, c'est pas seulement eux, mais c'est surtout des hommes
d'un certain âge. C'est un vieux livre quand même. Donc il nous dit, je crois que ça a été écrit dans les années 90, il nous dit ça, des hommes là, dans la fin de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, beaucoup de difficultés avec les émotions, de l'aveuglement émotionnel. Il commence sa conférence, il voit beaucoup comme ça de regards, gens qui comprennent, qui hochent de la tête, oui, oui, oui. Mais dès qu'ils commencent à parler des émotions, ils disent, oh là, leurs yeux deviennent un peu glacés. La rage refoulée. Et là, ils regardent leur femme. C'est pas moi, ça. Les émotions refoulées, de la rage refoulée. Et là, il les perd complètement parce qu'ils ont ce qu'il appelle de l'aveuglement émotionnel. Beaucoup de gens qui disent, non, non, ce n'est pas moi, ça, je n'ai pas beaucoup de colère. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que la plupart des gens, si on ne prend que la colère, ont la difficulté à aller à l'émotion extrême dès le début. Donc, il leur dit, mais qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui te frustre? Souvent, on peut commencer avec ça, des termes plus légers. Là. Ah, ben là, oui, non, non, moi, j'ai pas de rage, j'ai pas de colère, mais je suis extrêmement frustré par ci, je suis extrêmement énervé par ça. Et là, ça, c'est une porte d'entrée, si on commence à creuser vers notre colère refoulée. On parle de ça dans la section sur le travail émotionnel avec le journal, le journaling. Donc, c'est très important de, ça j'en parle toujours, hein, sentir nos émotions. J'espère que vous êtes au courant de tout ça. Et un intéressant, numéro 8, la dépression non traitée. Ça, j'en parle rarement, mais ça peut être intéressant. Il nous dit qu'il rencontre beaucoup de gens en douleur chronique, comme ça, qui deviennent déprimés. Moi, je crois que j'étais en dépression à plusieurs reprises dans ma vie et durant mes 8 ans de douleur chronique. Et j'ai adressé ma dépression à travers le processus. Ça a été dans un sens, comme avec l'addiction d'ailleurs, une pierre deux coups. De plus en plus, je vois ça comme tous des symptômes de la même chose. Ma dépression, mes addictions, les symptômes, la douleur, la fatigue, brouillard cérébral, etc. Tous des symptômes de la même chose, une espèce de constellation de symptômes, des mêmes causes sous-jacentes. Mon refus d'aller dans mes émotions. Hein? J'ai mal, t'as mal où? T'as mal à l'âme? T'as mal à ton être intérieur? Non, j'ai mal au coude. C'est une distraction. Tout ça pour ne pas aller... Je racontais à cette personne qui m'a introduit à ce livre comment moi j'allais dans des magasins de meubles et que je m'assoyais dans des chaises pendant des heures pour trouver la chaise qui me faisait le moins mal. Ça, ce serait la béquille de la diversion mentale. Et là, avec le recul, je vois tout ça pour ne pas aller dans mes émotions, faire le travail émotionnel. Je vais aller m'asseoir dans une chaise pendant 1 heure dans un magasin de meubles. Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que ça serait parce que tu as de la difficulté à sentir ta honte, ta colère, ta tristesse? Non. J'ai mal au dos. Donc, c'est un thème qui a émergé avec cette personne, le travail émotionnel profond versus le reconditionnement de la douleur étroite. Et là, comme d'habitude, moi, j'envoie du matériel aux gens. Donc, elle a rencontré une fourche classique dans le reconditionnement de la douleur, des gens qui commencent. Elle m'a dit, oui, mais là, Dan Bouglio me dit, je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans mes traumatismes, dans mes émotions profondes. Mais là, je lis Lily Road, et là, elle me dit de parler de mes traumatismes, afin de faire un travail émotionnel profond. Et là, je lui ai parlé du spectre. C'est un spectre, le reconditionnement de la douleur. Il y a des gens qui vont faire un processus extrêmement étroit. Et là, il y a des gens qui vont falloir faire un processus plus large. Donc, je lui ai envoyé, pour le plus étroit possible, l'histoire de succès de Cédric sur la chaîne de Carl Tétillon. J'espère que vous l'avez vu. Parce que justement, j'essaie de faire des liens ici. Lui, il croyait que le froid, il fait froid là, le froid causait de la douleur. Ah ah! L'été, il était correct, mais là, dès qu'il commençait à faire froid, il avait mal, surtout ici.
Et là, il a rencontré le reconditionnement de la douleur. Il a commencé à interagir avec Carl Tétillon. Il a appris à se rassurer. C'est allé relativement, je dirais même pas relativement, très rapidement pour lui. C'est un des extrêmes du spectre, là, lui. Cédric, sur la chaîne de Carl Tétillon. Allez le voir. Il a fait quelques repérages somatiques qu'il appelle de l'hypnose. Il dit ça à plusieurs reprises. Oui, j'ai fait les repérages somatiques, cette technique d'hypnose. Il le dit à plusieurs reprises et là, finalement, Carl le corrige. Carl lui dit non, 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 c'est pas de l'hypnose. Mais ça, je ne ris pas de ce monsieur, c'est une bonne nouvelle pour vous. Le fait qu'il pense que le repérage somatique, c'est de l'hypnose, ça montre à quel point certaines personnes n'ont pas besoin de tout comprendre en profondeur, comme moi, par exemple. Hein? Tout ce qu'il a eu besoin de faire, c'est comprendre. Ah, OK, il n'y a pas de lien entre le froid et la douleur. Il a brisé ce lien, il s'est rassuré, il est allé s'exposer au froid, et là, la douleur est partie très rapidement. Très étroit, très rapidement. Donc ça, c'est un des extrêmes. Cédric. Ça, je vais le répéter encore une fois parce qu'il commence à faire froid. Il n'y a pas de lien entre le froid et la douleur. L'humidité, la fatigue, les heures de la journée, c'est des faux liens que votre esprit a créés. Il faut les briser. Et de l'autre côté, moi, je lui ai envoyé l'histoire de Jessica. Toutes les histoires de succès ne sont pas égales. Ce n'est pas parce qu'on élimine nos symptômes qu'on est un bon communicateur nécessairement. Beaucoup de gens, comme ça, après 20 minutes, une demi-heure, ne savent plus trop quoi dire. Fait une histoire de succès, ils disent, ouais, c'est pas mal ça. Là, j'ai éliminé mes symptômes. OK, on va conclure donc. Hein, il n'y a plus grand-chose à dire. Mais il y a des gens comme Jessica. Elle, ça dure 1 heure. À peu près, c'est toujours entre 45 minutes. Des fois, ça crève l'heure. Et là, ce n'est pas à peu près la moitié de la vidéo. Comme ça, elle nous dit qu'elle a rencontré le livre de Alan Gordon, Déjouer la douleur chronique. Ça l'a beaucoup aidé, mais il a fallu qu'elle fasse un processus plus long, un processus plus profond émotionnellement. Il a fallu qu'elle apprenne à ralentir. Elle faisait tout vite. Elle était toujours pressée. J'ai dit que ça va être un thème dans cette vidéo, ralentir. Jessica, il a fallu qu'elle apprenne à ralentir, à aller prendre des marches lentement, remarquer les arbres, remarquer les insectes par terre, wow, fantastique. Et là, l'émerveillement commence à émerger dans notre vie si on ralentit. Donc, sur ce spectre, on pourrait dire que la plupart des gens doivent se retrouver au milieu. Non, dans mon expérience, la plupart des gens se retrouvent à peu près ici. Ils doivent faire plus que le reconditionnement de la douleur étroite, mais ils n'ont pas besoin de faire le processus le plus profond, là, où il faut adresser tous nos traumatismes, etc. Moi, j'étais à peu près ici. Il a fallu que j'adresse mon critique interne qui était extrêmement sévère. Il a fallu que j'adresse ma basse estime personnelle, des choses comme ça. Pas juste me convaincre, ce n'est pas structurel, c'est neuroplastique. Donc, je me situais comme beaucoup de gens à peu près ici sur le spectre. Donc ça, c'était très intéressant. Et ça fait partie du processus découvrir où on se situe sur ce spectre. Et moi, comme je l'expliquais souvent, je l'ai souvent expliqué, je vais le répéter, je ne vois pas nécessairement de contradiction entre quelqu'un comme Dan Bouglio qui nous dit « on a juste besoin de se rassurer, on a juste besoin de cultiver la sécurité », et quelqu'un, ou Carl Tétillon en français, ou quelqu'un comme Lily Rowe qui nous dit « non, il faut faire un processus émotionnel profond ». Comment ai-je résolu cette contradiction? Je l'ai déjà dit, je vais le répéter. En séparant les deux. Je fais le reconditionnement de la douleur étroite. J'enseigne à mon cerveau qu'il n'y a pas de lien entre la température, ma fatigue, les heures de la journée et la douleur. Ça, je considère que c'est le reconditionnement de la douleur étroite. Mais j'entame un processus émotionnel profond que je fais parce que j'ai envie de le faire, pas pour éliminer les symptômes. Et je réalise que ce processus va prendre tout le reste de ma vie, que je vais encore être en train de le faire sur mon lit de mort. Donc, ne pas attendre d'avoir fini ce processus pour éliminer nos symptômes. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est ça. C'est dès que je n'ai plus besoin de la diversion,
les symptômes sont partis. J'ai dit à mon cerveau, j'ai dit à mon subconscient, je n'ai plus besoin des symptômes. Maintenant, j'adresse les choses directement. Mes émotions difficiles, je les ressens. Je suis en charge. Je n'ai plus besoin de me donner la diversion du symptôme. Nous approchons l'heure. 55 minutes. Que pouvons-nous dire en conclusion? Dans le monde anglophone, c'est très, je ne sais pas si c'est très fréquent, mais une chose qui se pratique, c'est que les gens qui font des histoires de succès laissent leur courriel comme ça, dans les commentaires ou dans les notes de description, et ils disent aux gens, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me rejoindre. Ils le disent clairement, je ne suis pas un coach, je ne suis pas un thérapeute. Je suis quelqu'un qui a passé à travers. Donc, on entend ça souvent dans les histoires de succès, quelqu'un qui dit ça. Vous pouvez me rejoindre si vous avez besoin d'aide. Et on entend aussi dans l'histoire du succès des gens qui ont dit, j'ai entendu des gens qui ont fait cette offre et je les ai rejoints dans une session Zoom. Donc, les gens dans le monde anglophone, c'est ça, on semble s'entraider comme ça. Ceux qui ont passé à travers offrent aux autres comme ça des sessions où ils peuvent les aider. Bon, moi, c'est ça que je fais avec vous. Comme je le dis toujours, je ne suis pas un coach, je ne suis pas un thérapeute. Et comme m'a dit cette dame anglaise, c'est ça qui l'a aidé. Le fait que je n'étais qu'un humain. Donc, on était d'égal à égal. Ça n'a pas coûté d'argent. Il n'y avait pas la pression habituelle de la thérapie. Elle a résonné, pas au sens de la raison, mais bien au sens de la résonance magnétique. Elle a résonné avec mon histoire. Et elle voulait m'interpeller comme ça. Elle semblait très heureuse de notre rencontre. C'était une belle rencontre. Très belle rencontre. Très profonde, très humain. Parce que c'est ça, on était deux humains. Et j'ai partagé mes vulnérabilités avec elle. Ça l'a touché énormément. Donc, dans le monde anglophone, c'est une pratique. Je ne sais pas si c'est courant, mais c'est une pratique. Ça se fait. Les gens rejoignent d'autres personnes qui ont fait des histoires de succès. Et ça les aide. Donc ça, c'est très intéressant pour vous. Ça, c'était avec la dame anglaise. Cette Française qui m'a parlé de ce livre qu'elle n'a jamais lu, qui est arrivé à la mauvaise adresse. Elle, c'est ça qu'elle a fait. Dès qu'elle a découvert ma chaîne, elle a dit « Oh mon Dieu, je peux te parler gratuitement. Mais parlons. » C'est ça l'attitude. Elle lit tous les livres, là, elle est très allumée. J'adore ça. C'était mon attitude. C'est vraiment ça l'attitude. Allez, on lit les livres, on regarde les vidéos, on apprend. On n'attend pas que les circonstances nous offrent le froid. On va dans le froid. On va dans la douche froide. Je n'ai plus peur du froid. Le froid n'égale pas douleur. Quand j'ai froid, maintenant j'ai froid. Les tensions n'égalent pas douleur également. J'ai entendu ça souvent. Quand c'est froid, les gens se tendent et là, ça crée des douleurs. Je peux me tendre autant que je veux. Regardez, je vais me tendre ici. Je me tendre le plus que je peux. Je ne peux pas être plus tendu que ça, là. En train de tendre tous mes muscles. Je n'ai pas mal. Tension, les yeux mouillés un peu. Tension n'égale pas douleur. Tension n'égale pas douleur. Je suis tendu, des fois, hein, je suis un peu stressé, mes trapèzes se tendent. Je n'ai pas mal. Il fait froid, il fait humide, je suis fatigué, je suis tendu. Je n'ai pas mal. Parce que j'ai reconditionné ma douleur de façon étroite et pour ne pas retomber dans l'impératif du symptôme, j'ai entamé un processus émotionnel profond, pas pour éliminer les symptômes, parce que j'ai envie d'apprendre à me connaître moi-même.
Donc, ça fait 1 heure. J'espère que cette vidéo a été utile. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait une. Mais je crois que je vais bientôt finir mon cours numéro 2. Je suis en train de le clencher en bon français. Je le fais beaucoup plus rapidement que le cours numéro 1. Mais tout en relaxant. Il ne faut pas exagérer non plus. Tout comme Jessica, il faut apprendre à ralentir, relaxer. De temps en temps, on fait une vidéo qui prend 1 heure parce qu'on n'est pas pressé, parce qu'on a tout notre temps. Donc, dans cette vidéo, il n'y a pas eu tant de matériel. Vous pouvez regarder l'histoire de Cédric. Vous pouvez regarder l'histoire de Jessica qui a des sous-titres français et même une piste audio française, si je ne m'abuse. Je conseille toujours aux gens de regarder le plus d'histoires de succès possible. Regardez le plus de chaînes possible. Plus il y a de gens différents qui nous en parlent, mieux c'est. Et regardez cette vidéo, oui, des gens qui jouent à League of Legends. C'est une histoire de succès intéressante, peu habituelle. Et si vous parlez anglais, eh bien maintenant vous avez un livre de plus. Est-ce que je conseille ce livre? Est-ce que je le recommande? Moi, je recommanderais à quelqu'un de lire ce livre-là avant Sarno. Comme vous savez, je ne suis pas un grand fan des livres de Sarno. Si vous parlez anglais, je recommanderais à quelqu'un, oui, lisez ce livre avant Sarno. Ça explique Sarno assez bien, mais de façon beaucoup mieux présentée. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. Oui, éventuellement, je vais en faire au même rythme qu'avant, en français, et peut-être même en faire en anglais, lorsque j'aurai mes accréditations. Est-ce que je vais charger de l'argent? Je vais voir. Parce que comme cette dame l'a dit, lorsqu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pression. Lorsqu'il n'y a pas de temps aussi, il n'y a pas de pression. Le temps, c'est de l'argent. Ting, 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 ting. Ah, ça commence à coûter cher. 41, 42, 43. La facture augmente. Pour le moment, c'est ça. Ça dure longtemps, les sessions, 2h30. Il n'y a pas de limite de temps. Ça peut durer 3 heures. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de pression. On peut prendre tout le temps que ça prendra. Toujours garder en tête que ça peut aller vite. Moi, plus j'étais exposé à ce message, plus ça allait vite. Ça n'a pas besoin de prendre longtemps. Il n'y a pas besoin d'être en douleur. Ça peut aller vite, mais si c'est lent, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas important le temps.